Sidi, tu veux poser une question? Oh. Oui, oui. Moi j'aimerais revenir un peu sur j'étais là en octobre 2011 déjà, et moi j'ai perçu en vous un trait d'union entre la Tunisie et la Belgique, et donc j'aimerais ramener une dimension un peu plus internationale à ce qui s'est passé en Tunisie. Pourquoi? Parce que ici, ça a été évoqué, il y a eu quelques valises, quelques transferts d'argent à destination d'un courant politique qui s'est opéré. Mais avant ça, il y avait eu une ministre de la Défense, je crois, qui avait proposé de former les policiers correctement. Voilà, de former les policiers, de transmettre du matériel non létal pour essayer de casser le mouvement qui était en cours. Ça ne s'est pas arrêté là. Je pense que la Tunisie a... En Tunisie, mais la plupart, ils étaient exilés. En Angleterre, en France, même en Espagne, en Italie, il y en avait plein. En France, il y en avait plein. Donc, moi, je voudrais savoir, et je vais faire une remarque par la suite, d'après vous, qu'est-ce que font les islamistes pour qu'ils émergent? Maintenant, avoir la participation aux différentes élections, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, parce que il n'y a pas seulement le fait que les personnes de 90 ans ou de 80 ou de 70 occupent des postes importants, mais il y a aussi la situation économique qui ne va pas de mieux en mieux. Et donc, moi j'aimerais peut-être un mot sur, si c'est possible, sur la dimension internationale de ce qui se passe en Tunisie. C'est vrai, vous avez tout à fait raison d'évoquer cette ministre française des armées qui a dit dans les premiers jours de la Révolution, vous savez, si vous avez des problèmes de maintien de l'ordre, nous, ministère français, on va pouvoir vous aider, on va vous former au maintien de l'ordre et vous allez pouvoir, vous allez voir, ça va, on va vous montrer comment il faut faire. Ça, c'était le 10 janvier. Hein. C'était trop tard. Le mouvement populaire était lancé de manière inéluctable. Et alors, d'autre part, bon, c'est vrai, il y a des puissances étrangères qui étaient évidemment favorisées sous le régime Ben Ali et qui étaient surtout soucieux de profiter de la situation pour autant qu'on puisse en profiter. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'étais donc en Tunisie comme diplomate Wallonie-Bruxelles. Donc, mes domaines de compétences, c'était la culture, l'éducation, la formation professionnelle et la société civile, le monde associatif. C'était des compétences en or, parce que je pouvais m'occuper de choses, d'abord qui me mettaient en contact avec des partenaires tunisiens de grande qualité. Hein, le niveau culturel, le niveau éducatif, et il est grand en Tunisie. Il y a des personnalités formidables qui se sont d'ailleurs révélées dans l'événement. Hein. Les compétences économiques, je ne m'en occupais pas directement, mais vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'aujourd'hui encore, la situation tunisienne est fragile de ce point de vue-là. Quelles sont les deux grandes sources de revenus? C'est le tourisme et le phosphate.
le phosphate, c'est une rente. On creuse, on prend le phosphate, on l'amène de Garça à Gabès, on en profite pour polluer la mer qui devient ingérable sur une distance de 500 mètres, où le sol est dur comme de la pierre, où il n'y a plus un seul poisson. Donc ça, c'est l'à côté d'une gestion économique catastrophique. Et le tourisme, il monte, il descend en fonction du moindre événement qui rend les choses compliquées. Et en plus, c'est un tourisme qui ne rapporte pas des masses au pays, parce que les gens payent peu. La Tunisie a fait le choix d'un tourisme relativement populaire, dont les voyagistes prennent le profit, c'est-à-dire que ce sont des Russes, des Bulgares. Bon, maintenant ça revient à la normale, mais pendant longtemps, c'était les pays où on ramenait du tourisme en Tunisie et où c'est le voyagiste local qui prend l'argent et l'hôtelier, lui, il fait le prix le plus bas possible pour gagner des marchés. Le Maroc a suivi une politique beaucoup plus diversifiée en visant sur des catégories potentielles de touristes beaucoup plus fortunés qui sont prêts à payer plus. Ce que la Tunisie doit tout doucement commencer à faire maintenant. Et puis il y a toutes les formes de tourisme nouvelles, tourisme alternatif, tourisme agricole, tourisme historique, tourisme visite des cités antiques, tourisme culturel où des artistes contemporains mettent les œuvres sur les sites antiques, faisant le lien entre l'art de l'Antiquité et l'art d'aujourd'hui. Tout ça sont des pistes auxquelles les Tunisiens réfléchissent, mais ça prend du temps et ce n'est pas évident de faire ça à grande échelle très vite. Donc voilà, il y a à la fois, c'est pour ça que je reste optimiste, mais c'est vrai que la croissance est très faible. Alors, parmi les éléments positifs, c'est que on me dit qu'autour de Kasserine, par exemple, l'agriculture se développe quand même. Il y a on va chercher l'eau très profond dans le sol, on la ramène. Qui prend l'eau? C'est encore une autre question. Est-ce qu'on est prêt à donner l'eau à ses voisins ou est-ce qu'on la garde pour son propre champ? Ce n'est pas encore réglé. Mais en tout cas, on va chercher l'eau. Et j'ai des amis qui me disent, il faut que tu retournes à Kasserine parce que tu verras que beaucoup plus de champs sont cultivés qu'avant. Donc voilà, il y a des choses positives qui sont encore un peu marginales, mais qui donnent une bonne impression.